Bien, bonjour. Alors, bon, mais il me revient un petit peu la lourde tâche de commencer par le premier exposé de cette matinée qui devrait lancer un certain nombre de réflexions et un certain nombre de réactions. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur un certain nombre de choses, au sens où j'ai laissé évidemment cette présentation à mes camarades de votre association. Et bon, il y a peut-être des planches sur lesquelles je vais passer un petit peu rapidement pour avoir une partie de dialogue. Alors, dans la présentation qui a été faite, il y a la question de la formation, et je pense que bon, je vais essayer d'apporter un certain nombre d'éléments justement sur cet aspect-là. Donc en premier lieu, le schéma de l'intervention que je vais vous présenter. Donc je vais repartir des missions de l'école, mais bon, vous êtes pour beaucoup anciens élèves de l'école, donc bien sûr vous les connaissez par cœur, donc ça va aller extrêmement vite. Avec les thèmes et les objectifs, j'aurais même pu écrire l'ambition au niveau de l'école. Ça va me permettre d'avoir un petit point de vue un petit peu global sur la structure de la formation dans l'école, structure de la formation qui s'applique bien sûr aux sciences de l'ingénieur, mais aussi aux autres disciplines. Et j'en viendrai assez vite sur des aspects un petit peu plus locaux de la formation qui intéressent là spécifiquement les sciences de l'ingénieur. Et je vais insister sur 3 points qui sont certainement pour vous des nouveautés. Donc je vais me permettre d'appuyer un petit peu sur ces différentes choses. Et la nouveauté certainement la plus importante pour vous, c'est la première année que l'on appelle Saphir. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes, puisque cette première année de formation en sciences de l'ingénieur va débuter en septembre 2011, donc va intéresser les élèves que vous avez aujourd'hui en cours de scolarité. Rapidement, je dirai un mot sur la formation des enseignants. Je ne peux pas faire autrement, je pense que vous comprenez. Et puis un mot également sur la façon dont on voit les formations de haut niveau et des formations de spécialistes. Et je prendrai comme appui une formation récente qui a été montée dans le domaine des véhicules et du transport durable, et notamment dans l'hybridation des chaînes de propulsion. Et puis je ferai simplement un petit bilan sur l'enseignement de la technologie avec un certain nombre de conséquences. Donc, comme je l'ai dit, je reviens un instant sur les missions de l'école. Bon, vous connaissez tous les missions de l'école, hein, bien sûr, ça fait partie du décret, c'est les premières lignes du décret, donc je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. J'ai simplement surligné quelques éléments qui sont la recherche, donc la recherche évidemment dans une école normale supérieure, point très important qui soutient l'enseignement, qui fait partie de la vocation de l'école en termes de formation de ses élèves. Mais pas seulement. Recherche et enseignement sont les 2 missions prioritaires, mais vous voyez que les secteurs économiques, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, ne sont pas oubliés au niveau du décret. Et aujourd'hui, dans nos objectifs, dans le cadre de notre contrat quadriennal qui est devenu un contrat quinquennal, nous avons écrit qu'il était normal qu'une proportion pouvant aller jusqu'à 15% de nos élèves se retrouvent dans les secteurs économiques, publics mais aussi privés, et principalement justement dans les métiers qui sont liés à la recherche et au développement. Et bien sûr, la spécificité de l'école, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, qui est de s'intéresser aux disciplines technologiques, scientifiques et de gestion. Aujourd'hui, nous sommes la seule école normale supérieure sur ce créneau-là. Demain, nous aurons également le NS de Rennes qui rentrera sur ce secteur. Quels sont nos objets ? Nos objets, Hervé les a rappelés en citant effectivement les supports de concours d'entrée. Bon, vous les connaissez tous aussi. Beaucoup de supports dans le domaine des transports, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des communications. Bon, tout ceci, ce sont des systèmes actuels, modernes, et ce sont des systèmes complexes, dont les grandes caractéristiques peuvent se synthétiser sous le mot multi, parce que pour les étudier, eh bien, on se rend compte que cela fait appel à différentes technologies, donc c'est multi-technologie, ça fait appel à différents domaines de la physique, et bien sûr, ça fait appel à différentes échelles. On ne peut pas étudier... L'élément le plus commun, ce sont les matériaux. On ne peut pas utiliser un matériau de façon mono-échelle. Bon, ça, je pense qu'on en est tous persuadés. Alors, en termes d'éléments généraux et en termes de compétences que l'on a l'ambition d'amener, ou vers lesquelles on a l'ambition d'amener nos élèves, je dirais qu'il y a un premier niveau de compétence qui est celui de résoudre. Bon, bien sûr, il faut comprendre les systèmes sur lesquels on est amené à travailler et il faut être capable d'apporter un certain nombre de solutions. Je dirais que ça, c'est le premier niveau, résoudre. Allez, on va se lancer une petite pique. Ça, c'est du niveau d'une école d'ingénieur.
Mais dans une ENS, bien sûr, nous sommes bien plus, et il faut être capable d'expliquer. Donc les méthodes de résolution, il faut être capable de les comprendre, d'expliquer d'où elles viennent et d'en expliquer véritablement la substance. C'est ce qui va permettre également de les faire évoluer et de s'adapter évidemment aux enjeux nouveaux qui s'offrent à nous. Et la finalité, c'est évidemment d'être capable d'innover. Donc finalement, l'ensemble de la structure de formation doit répondre à ces trois enjeux. Et pour cela, ça nécessite bien sûr d'avoir la maîtrise scientifique sur les différents domaines qui sont mis en œuvre, au niveau des concepts, au niveau des physiques qui sont utilisés. Ça nécessite de comprendre le réel, et là on voit effectivement l'importance de la solution technique, parce qu'au bout du compte, de toute façon, tout sera caractérisé par une solution technique qui doit répondre à un cahier des charges, et solution technique que l'on devra évaluer au vu justement du cahier des charges. Donc des aspects de modélisation, bien sûr, des aspects de validation, de recalage, et tout ça, évidemment, dans l'optique de la solution technique qui va être mise en œuvre. Ce qui veut dire qu'au niveau de la formation, bien sûr, ce cadre que j'ai appelé multi, vous allez le retrouver. Ça veut dire, alors évidemment, la difficulté d'aller vers ce cadre multi, je dirais, c'est de faire des spécialistes de la généralité et surtout des gens incompétents sur tout. Et la difficulté de la formation, c'est de donner effectivement une culture large, tout en faisant en sorte que les gens aient un spectre de compétences et un domaine d'excellence. Donc finalement, notre vocation, c'est de former des spécialistes, mais qui soient capables de travailler avec les spécialistes des disciplines connexes et qui soient capables de comprendre l'ensemble de la problématique sur un système complexe. Et puis bien sûr, je l'ai dit au niveau de la seconde compétence, être capable d'enseigner, donc la dimension expliquer, transmettre, on accorde une importance tout à fait particulière dans le cadre de la formation. Alors, vous allez retrouver des éléments que vous connaissez sur le schéma type des études. Quand on le regarde de façon extrêmement large, vous allez me dire, bon, il n'y a rien de nouveau, hein, ça n'a pas vraiment évolué. 4 années de formation pour un normalien. On retrouve une année de prépa agrègue qui aujourd'hui est un master. Ça, c'est quand même un élément majeur puisque nous avons été l'école qui a, je dirais, forcé la porte pour la reconnaissance de l'année de préparation à l'enseignement, pour que cette reconnaissance se fasse dans le cadre des masters. Nous avons été la première école à être habilitée dans le cadre des masters, justement, sur cette année de formation. Et nous avons fait école depuis. La formation est complétée, évidemment, par les études doctorales. Aujourd'hui, au niveau de l'ensemble de l'école, on est à peu près à 75% de nos élèves qui font un doctorat. Dans le domaine des sciences de l'ingénieur, c'est beaucoup plus, hein, c'est de l'ordre de 90%. En termes de flux, des choses extrêmement courantes en termes de normalien, et là il ne faut pas se voiler la face, ça ne va pas augmenter, hein, le contexte budgétaire est tel qu'il ne faut pas attendre des miracles de ce côté-là. Par contre, sur l'aspect étudiant, aujourd'hui nous avons dans l'école à peu près 600 étudiants, et ça c'est un flux qui va augmenter. Donc, dans nos perspectives quinquennales, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vers une évolution de ce nombre au niveau des étudiants, donc non normaliens, mais qui suivent les mêmes cursus que les normaliens. Et puis, bien sûr, les grades universitaires qui correspondent. Bon, vous savez tous maintenant que l'école délivre également un diplôme qui sanctionne l'ensemble de la formation donc, dans les murs et hors les murs, puisque une partie de la formation peut se faire à l'extérieur de l'école, bien sûr. Toujours au niveau global, quelques idées. Bon, et je vais accélérer un petit peu pour en venir à la partie plus pratique. Donc une orientation progressive et réfléchie, donc ça veut dire que la première année doit être large, et puis une spécialisation au fur et à mesure de la scolarité. Un volet sur l'enseignement, donc ce master formation des enseignants pour le supérieur, puisque l'école a vocation à former des enseignants, je dirais, à partir du baccalauréat et bien sûr au-delà. On n'est pas du tout spécialisé dans les domaines de formation antérieure. Il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que nous. Et puis, la spécialisation qui se poursuit au niveau du doctorat, avec également toute l'ouverture qui va avec, et bien sûr l'ouverture internationale. Un modèle qui permet je dirais, de naviguer et de boucler entre justement le modèle, les principes physiques et puis le réel, avec tous les aspects de validation, d'expérimentation, de simulation, enfin bon, des choses extrêmement classiques que vous connaissez. L'interaction enseignement-recherche qui est à la base de notre formation. Et puis l'ouverture internationale, on en a déjà parlé, et Hervé l'a rappelé également à juste titre. Sur tout ce que cela peut apporter. Alors j'en viens donc au point que je voulais vraiment développer avec vous et sur lesquels je voulais insister. La vraie grosse nouveauté, je dirais, s'il y a une seule chose à retenir de ce que je vais vous dire, c'est ça.
C'est qu'à partir de septembre, on ouvre une nouvelle formation dans le domaine des sciences de l'ingénieur qui s'appelle SAPHIR, Sciences appliquées en physique et ingénierie pour la recherche et l'enseignement. Tous les élèves qui se destinent au domaine des sciences de l'ingénieur passeront par cette formation. Ce qui veut dire qu'à la rentrée de septembre, ils n'auront plus à choisir entre la mécanique, le génie civil, le 2A. Tous les élèves iront dans cette formation. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté dans l'école, et ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur ce projet, et donc on peut annoncer tout à fait officiellement que ce sera mis en œuvre à la rentrée prochaine de septembre. Un certain nombre d'arguments qui nous ont conduits à ceci, avec des arguments extrêmement pratiques et je dirais de court terme, en termes de simplification de la vision de l'école pour vos élèves, lorsqu'ils sont en classe préparatoire. C'était extrêmement compliqué d'arriver dans une école et de se dire « Oh là là, en une semaine, il faut que je choisisse mon orientation pour les 4 ans à venir, si ce n'est pas pour ma carrière. » Avec des risques, évidemment, de faire des non-sens et puis d'avoir, évidemment, des regrets. Donc aujourd'hui, ce sera extrêmement simple. Donc de façon très pragmatique, les gens qui sortent de la filière PSI auront le choix entre 2 cursus, le cursus sciences de l'ingénieur ou un cursus physique, tel que certains l'appellent, un mot que j'aime pas du tout, physique fondamentale. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la physique fondamentale, d'autant plus que quand on regarde dans le cursus qui s'appelle FITEM à l'école, en réalité, on voit que la partie expérimentale est extrêmement forte. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Et puis pour ceux qui sortent des classes préparatoires physique et technologie, mais aussi TSI et BTS DUT, là c'est clair, ils n'ont pas de choix, ils rentrent dans la filière Saphir et ils vont pouvoir se positionner tout au fur et à mesure de l'année vers leur secteur de spécialité, donc qui sont les secteurs traditionnels, dans lesquels ils rentreront en master, donc au niveau de la mécanique, du génie civil et de l'E2A, bien sûr. Donc les choix disciplinaires se font de façon beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive. On espère que ce seront des choix qui seront beaucoup plus raisonnés, éclairés, argumentés qu'ils ne l'étaient dans le passé. Et on espère évidemment que la lisibilité pour les élèves se trouvera grandement améliorée. En termes d'objectifs de formation, donc je l'ai déjà pas mal dit, donner aux élèves et étudiants un socle de formation large qui leur permette d'aborder des systèmes complexes et de dialoguer avec les spécialistes des autres disciplines avec lesquelles ils auront à interagir dans les différentes études de système. Une orientation disciplinaire qui se fera en M1 et une spécialisation en M2. Bon, je ne reviens pas sur les différents items. Et évidemment, je l'ai déjà signifié tout à l'heure, le danger, c'est de ne pas aller vers une spécialisation en généralité qui permettrait aux gens de ne faire, je dirais, qu'une analyse fonctionnelle et d'en rester à l'analyse fonctionnelle. Notre finalité, c'est bien d'aller jusqu'aux solutions techniques. Je ne renie pas l'analyse fonctionnelle, mais je dis qu'il ne faut surtout pas oublier le réel et la possibilité d'aller jusqu'au réel. C'est vraiment la finalité de nos formations. Donc, si on veut résumer ça, eh bien, on pourrait dire que finalement, cette formation réalise un petit peu la complémentarité entre 3 domaines, qui sont les domaines de la physique, puisque pour comprendre des systèmes complexes, on a besoin de physique. Et pour l'enseigner, on va s'appuyer beaucoup sur des aspects expérimentaux. On a besoin d'outils, évidemment, mathématiques, méthodes numériques, on va faire de la simulation, c'est très clair. Donc, il faut une base en termes d'outils dans ce domaine-là assez forte, et on va travailler beaucoup sous forme de projets dans ce domaine. Et puis, bien sûr, on va injecter beaucoup de technologies, parce qu'encore une fois, c'est la finalité. Et là, on jouera sur la complémentarité entre les aspects expérimentaux et les aspects projets. Les aspects expérimentaux étant là pour comprendre, pour modéliser, pour analyser l'existant, pour aborder et pour acquérir des éléments de culture. Et puis, l'aspect projet étant là, je dirais, sur une démarche un petit peu inverse, pour être force de proposition, pour rechercher des mises en œuvre et pour aller vers l'innovation et vers la réponse à un certain nombre de cahiers des charges. Une question qui m'est fréquemment posée, c'est la part des projets dans la formation. À partir du moment où on aborde le mot projet, je me suis rendu compte que pour un certain nombre de personnes, faire du projet, c'était quelque chose de négatif. L'enseignement par projet, c'est quelque chose de facile pour les gens qui ne sont pas capables de faire de l'abstraction. En clair, le projet, c'est bon pour les classes de BTS et de DUT. Alors je m'insurge évidemment contre ceci. Déjà, la pédagogie par projet, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la pédagogie par projet, ce n'est pas une baisse de niveau.
bien au contraire. Ça permet de mixer les compétences des élèves, ça permet d'aborder les aspects pratiques. Il y a des liens avec la recherche parce que la méthode que l'on va employer en projet, c'est la méthode qui est employée en recherche, donc c'est pas du tout du bas niveau, au contraire. Ça permet d'avoir des liens avec les milieux économiques parce que bon nombre de sujets de projet sont issus justement de nos contracts industriels. Donc il y a une prise directe avec le monde, effectivement, et avec la réalité du terrain. Et ça justifie les enseignements, au-delà même de la justification, ça les illustre, l'ensemble des enseignements plus théoriques, plus académiques, j'aurais dû écrire, sous la forme de cours TDTP, que l'on va retrouver bien évidemment dans la formation. Les élèves sont extrêmement fiers des réalisations qu'ils font dans le cadre de ces projets. Et ce sont également pour l'école d'excellentes cartes de visite. Et quand on va justement auprès d'industriels et qu'on montre les réalisations des élèves, je crois que c'est la meilleure façon de parler de l'école et de parler des formations. Évidemment, c'est difficile, hein, c'est pas à vous que je vais le dire. Il y a tout un tas de difficultés pour le réaliser, mais bon, ça fait partie de notre métier que de les surmonter. De façon un petit peu synthétique, on peut dire que finalement, dans cette formation, on va travailler sur l'interface entre trois domaines, le domaine du réel, le domaine de l'expérimental et le domaine de la simulation. Je passe sur le contenu de la formation, vous regarderez ça plus tard. Bon, et j'en viens très rapidement à quelques illustrations, encore une fois très rapides pour pouvoir aborder les autres sujets. Donc des exemples de sujets qui seront utilisés ici dans le domaine automobile. Bon, vous connaissez tous mon penchant pour l'aviation, donc j'ai essayé de ne pas prendre d'exemple de l'aéronautique pour changer un petit peu. Donc ici dans le domaine automobile, avec les moteurs hybrides, j'en reparlerai tout à l'heure, dans le domaine des machines électriques modernes à grande vitesse, et puis dans d'autres domaines, dans le domaine de la robotique, avec des applications, par exemple, sur de la microchirurgie, sur des choses comme ça. Voilà. Donc encore une fois, cette première année, Saphir, je vous demande de la regarder de façon extrêmement attentive et d'en parler à vos élèves. C'est vraiment une nouveauté extrêmement forte pour l'école et qui les concerne, je dirais, dès demain matin. Le deuxième point, le deuxième exemple, c'est la formation des enseignants. Donc Hervé l'a abordé. Ça fait partie de vos thèmes de réflexion. Et l'une des évolutions majeures qui a eu lieu, donc, je dirais, au cours des 2 dernières années, pour lesquelles on s'est vraiment beaucoup battu et beaucoup investi, c'est la reconnaissance de nos anciennes prépa agrègues en année de master, en année de M2. Évidemment, il a fallu faire évoluer un petit peu les choses, rentrer dans le cadre de la semestrialisation, de l'indépendance vis-à-vis du concours qu'est l'agrégation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves, au terme de cette année de préparation, reçoivent un master, et ce master est indépendant du fait qu'ils passent ou pas le concours de l'agrégation. Et bien évidemment, du fait que s'ils le passent, ils le réussissent ou pas. C'est basé sur le contrôle continu, sur ce qu'ils font pendant l'année, et à l'issue de cela, l'école leur délivre finalement ce master, qui est un diplôme national, et qui reconnaît le fait qu'ils sont, à notre sens, capables de monter un enseignement, de l'organiser et de le mettre en œuvre. Bien sûr, cette année permet de se préparer au concours de l'agrégation, c'est quand même la moindre des choses. Alors évidemment, on a fait un certain nombre d'adaptations, et du coup, puisque tous les élèves de l'école ne souhaitent pas passer le concours de l'agrégation, on a été amené à définir 2 parcours. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur la planche suivante. Petit souci administratif, vous savez aujourd'hui que pour se présenter au niveau de l'agrégation, il faut déjà préalablement être titulaire d'un master. Dans la réalité, il faut posséder le master au moment des résultats de l'admissibilité. Donc évidemment, on a adapté notre calendrier pour faire en sorte qu'on leur délivre une attestation de réussite au moment où ils auront les résultats des écrits des concours de l'agrégation. Pas de difficulté particulière. Voilà. Cela dit, un certain nombre d'élèves qui suivent cette année de formation et qui la trouvent tout à fait intéressante ne souhaitent pas passer le concours de l'agrégation. Tout simplement parce que dans leur carrière, ils n'ont pas envie de devenir enseignants du secondaire, même si ce secondaire se passe en classe préparatoire ou sur des postes d'agrégés dans l'enseignement supérieur. Et dans ce cas-là, eh bien, on s'est dit que plutôt que d'aller vers des opérations un petit peu de bachotage, telles que bon nombre d'entre vous les ont connues dans les classes de prépa agrègue, on pouvait profiter de cette fin d'année pour faire autre chose de plus intéressant, qui favorise la relation industrielle qui s'était installée notamment au niveau de la construction du dossier pendant l'année, et puis pour aller également vers un métier un petit peu plus réflexif au niveau de l'organisation des enseignements. Et l'une des choses les plus difficiles, je trouve, dans nos
métiers, c'est notamment de concevoir des travaux pratiques et de les mettre en œuvre. Donc on va profiter de la fin d'année justement pour mettre l'accent sur ces deux aspects-là. Donc du coup, on se retrouve avec des prépas agrègues qui incluent deux parcours. Un parcours pour lequel la fin de l'année va se terminer justement avec comme optique la réussite du concours de l'agrégation, et puis un autre parcours pour lequel on mettra à profit le temps qui sera dégagé pour les gens qui ne passeront pas l'agrégation, pour justement aller plus loin dans le domaine du lien industriel et dans le domaine justement de la mise en œuvre des compétences pratiques et de l'utilisation des outils expérimentaux dans les formations. Donc ces années-là, elles fonctionnent. C'est la deuxième année où on a fait fonctionner ce master. Donc l'an dernier, c'était à titre tout à fait expérimental. Il a fallu se rattacher sur une formation de master préexistante. Et à partir de cette année, nous sommes habilités pour ce contenu de formation sur effectivement donc ce schéma. Le troisième point, qui est également une nouveauté au niveau de l'école, permet d'illustrer la façon dont on voit justement l'enseignement des sciences de l'ingénieur lorsqu'on va vers le domaine de spécialité. Historiquement, et je pense que c'est encore nécessaire aujourd'hui, nous avons des formations de M2 dit recherche qui sont extrêmement disciplinaires, extrêmement pointues sur des secteurs scientifiques. Et à côté de ça, je crois qu'il est absolument nécessaire de développer des formations de M2 qui, elles, vont s'intéresser aux systèmes complexes et, je dirais, aux secteurs d'application qui vont intéresser ces systèmes complexes. Donc, dans ce cadre-là, on a monté avec un consortium universitaire que je cite ici, une formation tout à fait novatrice dans le domaine des véhicules et du transport durable et qui s'intéresse principalement aux chaînes de propulsion hybride sur les véhicules automobiles. Donc, avec des objectifs finalement que je viens de rappeler et puis des débouchés, où clairement, on va effectivement vers la recherche dans chacun des secteurs qui se rattachent donc au domaine que je viens de citer, et avec des métiers donc qui vont évidemment vers les métiers enseignement supérieur recherche, et également vers des métiers qui sont très liés au secteur économique et au secteur industriel qui est rattaché à ce domaine-là. Et je pense que véritablement ce modèle de M2 extrêmement spécialisé et qui vise un secteur d'application est véritablement un modèle qui va se développer dans les années futures. Je rêve de développer un M2 dans le domaine de l'aéronautique, par exemple avec l'école centrale qui a de grandes complémentarités avec nous, puisque eux regardent le côté combustion que l'on ne regarde pas à l'école, et nous regardons beaucoup plus le côté structure et matériaux. Donc je pense qu'ensemble, on a toutes les forces pour faire un très beau M2 dans le domaine de l'aéronautique, etc. Bon. Je passe sur le contenu de la formation. Pareil, vous regarderez ça si ça vous intéresse. Et j'en viens à ma conclusion pour pouvoir ouvrir un petit peu le débat et répondre à vos questions. Conclusion, où je dirais finalement qu'en résumé, l'enseignement des sciences de l'ingénieur et de la technologie, ça repose finalement sur trois pieds. Ça tombe bien, vous savez tous que quand on repose sur trois pieds, on est isostatique et a priori, on doit tenir en équilibre. Pour ça, il nous faut de la physique, il nous faut de l'expérimental et il nous faut du projet. Et j'espère vous avoir convaincu dans le fait que le projet est extrêmement important et tout à fait complémentaire, justement, à la notion d'expérimentation. Alors évidemment, Hervé a abordé rapidement tout à l'heure dans sa présentation l'aspect moyen qui était lié à nos disciplines. Il ne faut pas se voiler la face. Enseigner des sciences de l'ingénieur, ça nécessite des moyens. Donc ici, j'ai repris une planche de mes collègues mécaniciens, vous connaissez mes origines, et j'ai listé quelques laboratoires d'enseignement, strictement laboratoires d'enseignement, qui sont mis en œuvre par le département de génie mécanique. Et quand on regarde... Et dans ma position, justement, je suis bien placé pour regarder ce que ça coûte chaque année. Je peux vous assurer que c'est une part non négligeable du budget qui est dédié à la pédagogie dans cette école. J'aurais pu faire la même chose en E2A. Mon collègue directeur de département est présent, il pourrait certifier la même chose. Ou en génie civil, d'ailleurs. Donc, bien sûr, il faut des moyens. On ne fait pas des sciences de l'ingénieur en parlant. Il faut expérimenter et il faut travailler dessus. Il nous faut encore une fois du concret. Le réel est extrêmement important. Sur la notion de projet, donc j'ai dit un certain nombre de choses. J'ai repris deux exemples, encore une fois dans le même département, parce que ça m'était un petit peu plus facile pour en parler, de projets qui sont aujourd'hui réalisés. Alors ici, c'est dans le cadre de l'année de M1, puisque j'ai parlé du L3 et du M2. Bon, ce sont vraiment des exemples, il faut les prendre comme tels, où on voit
qu'au niveau des travaux qui sont demandés aux élèves, on a véritablement de la compréhension de système. On va vers de la reconception. Pour faire de la reconception, il faut s'approprier un certain nombre de choses, comprendre les phénomènes qui sont associés, être capable de faire de la simulation, être capable de mettre en place des solutions techniques, les évaluer, etc. Donc un certain nombre d'éléments qui font partie de la démarche de projet. Autre exemple sur lequel je dirais peut-être deux mots de plus, ici on est sur un projet où on a voulu s'intéresser à la conception d'un matériau moderne, hein, donc un matériau moderne qui est un sandwich, avec une âme de type nid d'abeille, des choses comme ça, et puis des pots qui permettent de reprendre un certain nombre d'efforts mécaniques. Donc on est sur un matériau tout à fait moderne qui est utilisé évidemment dans le domaine de l'aéronautique, dans d'autres choses. Et on a voulu faire travailler les élèves sur ce concept pour mettre en place justement des modèles qui nous permettent de travailler et de prédire le comportement de ces choses-là. Donc ici, dans le cadre d'élèves qui sont en scolarité en M1, on les fait travailler sur la structure, donc au niveau du nid d'abeille, du treillis qu'il y a dans le matériau, et pour ça, on va aller jusqu'à la fabrication sur une imprimante tridimensionnelle en ABS. Donc ça va nous permettre de palper effectivement et de voir un petit peu ce qu'on peut attendre de cette partie centrale sur le matériau. On va réaliser les pots qui seront en carbone époxy. Nous avons un laboratoire de composite dans l'école qui a été monté il y a 2 ans maintenant. Et on va constituer effectivement le matériau en collant les pots sur l'âme centrale. À partir de là, on va mettre en place un certain nombre de modèles numériques pour simuler le comportement et on va mettre en place des essais réels, donc dans le domaine de la dynamique, pour voir effectivement quelles sont les réponses. Et évidemment, ensuite, on va corréler la partie essai avec la partie modèle et on va recaler le modèle. Tout ceci, c'est fait dans le cadre d'un projet de M1 pendant 3 mois de scolarité à raison d'une demi-journée par semaine. Donc c'est typiquement le genre de projet, hein, on parlait tout à l'heure de projet, auxquels sont confrontés nos élèves au cours de leur scolarité. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Savatero. Merci pour cet exposé de la rénovation de la formation de l'ENS de Cachan. Je pense qu'à l'occasion de ces journées de l'UPSTI, il est important de faire passer le message aux enseignants en classe préparatoire que la formation change pour pouvoir informer les élèves et répondre aux questions. Je vais laisser maintenant la place à 2 questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, une question là-haut. Oui, bonjour. Olivier Carmbrat, je suis enseignant-chercheur à l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan. Et comme vous avez parlé pas mal de la nouvelle formation Saphir, je voudrais savoir si vous pouviez dire quelques mots sur la formation à l'antenne de Bretagne en première année, qui concerne aussi les futurs, les étudiants actuels de nos collègues ici présents. Bah, je crois que tu serais beaucoup plus à même que moi d'en parler, non, il me semble. Alors, bon, je vais dire un mot. En réalité, l'antenne de Kerlan a été, je dirais, précurseur dans ce domaine-là, puisque sur Kerlan, lorsqu'on l'a créé, on a choisi de ne pas créer un département de mécanique et un département de 2A disjoint, mais on a créé un département unique de mécatronique. Et dès le départ, on a mis justement une formation qui intégrait justement les 2 domaines scientifiques. Alors ça s'est fait... Ça s'est fait assez bien et ça fonctionne bien, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a quand même plus une formation qui juxtapose 2 domaines de compétences plutôt qu'intégrer 2 domaines de compétences. Alors bon, ça fonctionne, hein, ça permet aux élèves effectivement je dirais, d'être formés de façon tout à fait cohérente et très très bonne. Et bon, je suis persuadé que ce sont des choses qui vont évoluer également au fur et à mesure du temps. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc, cette antenne est en train de devenir une ENS de plein exercice. Et on espère vivement que ça se concrétisera donc, en janvier 2012. Hein, c'est le calendrier dans lequel on est installé. Et je pense que dans le cadre de cette évolution, les enseignements évolueront aussi. Et je dirais qu'il appartient donc aux enseignants, aux collègues qui sont en poste sur place, de définir par eux-mêmes les évolutions, sachant qu'il y a une base qui va déjà pas mal dans le cadre de cette philosophie. Merci. On a le temps pour une deuxième question. Hervé.
Merci Eric pour cette présentation très claire. Il y a une remarque qui m'a interpellé, c'est le fait que de plus en plus d'étudiants non normaliens souhaitent participer à ce cursus de formation en sciences de l'ingénieur. Et puis, si j'ai bien compris, même certains élèves veulent passer la formation de préparation à l'agrégation, mais ne veulent pas forcément devenir professeurs. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi ces élèves-là choisissent-ils de venir suivre une formation en sciences de l'ingénieur à Cachan plutôt que dans une grande école? Alors je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais bon, il y a un constat qui est fait effectivement aujourd'hui au niveau de l'école, où on a des demandes qui se renforcent à tous les niveaux dans la formation, donc je dirais dès l'entrée en première année, mais encore plus au niveau de l'entrée en master. Au niveau de l'entrée en deuxième année de master, ça a toujours existé. Avant, au niveau des DEA, il y avait toujours un apport extérieur d'élèves qui venaient d'ailleurs et qui souhaitaient intégrer nos formations. Et puis, depuis cette année, au niveau de l'année de préparation à l'enseignement. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Un premier élément de réponse est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élèves ont bien compris qu'il y avait d'autres formations que les formations des écoles d'ingénieurs. Alors je ne dénigre pas du tout les écoles d'ingénieurs, il y a très très bonnes formations et elles remplissent pleinement leur rôle, mais je dirais qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui dans le domaine universitaire, qui sont tout à fait pertinentes et qui sont labellisées justement par des M2, qui sont reconnues également par les milieux économiques et qui permettent à ces gens-là d'avoir des débouchés de même niveau que les débouchés des écoles d'ingénieurs. Donc ça, je crois qu'il y a une évolution également. Je pense que le contexte européen favorise cette évolution parce que la mise en place du processus de Bologne, du LMD, va dans ce sens. Et je dirais que là, c'est véritablement une diffusion de ce qui se passe dans les autres pays européens chez nous. Le deuxième élément, c'est au niveau de la plus spécifique, au niveau de la formation d'enseignants. La formation des enseignants au niveau de l'agrégation a été, je dirais, extrêmement fragilisée par le contexte de l'agrégation. La diminution du nombre des postes au concours de l'agrégation a été quelque chose d'extrêmement important qui a mis vraiment en grande difficulté l'ensemble du dispositif de formation d'enseignants et de formation d'enseignants agrégés. Les évolutions aujourd'hui, alors Claude pourrait en parler, mais les évolutions aujourd'hui, quand on parle de nombre de postes aux agrégations, ne prennent absolument pas en compte les besoins en termes de pyramide des âges, les besoins en termes de nombre d'enseignants. Ce sont uniquement des considérations budgétaires et finalement c'est Bercy qui décide au niveau du nombre des postes sur chacun des concours. Donc la réponse, enfin en tout cas telle que je l'aperçois, moi, c'est de dire est-ce qu'il est cohérent qu'on forme des enseignants en fonction de nos possibilités budgétaires et pas en fonction justement des demandes, des classes d'âge que l'on a à former pour le futur. La réponse de l'école, c'est de dire eh bien, que le concours de l'agrégation, ça existe, ça a très bien fonctionné, ça existe encore aujourd'hui, on souhaite que ça continue à exister, et tant que ça continuera à exister, on fera tout ce qu'on pourra au niveau de l'école pour le soutenir, mais ça ne doit pas être la seule chose qui existe. On est persuadé que l'on a besoin d'enseignants extrêmement bien formés. Notre spécialité, c'est de former des gens pour tous les cycles post-bac, et on dit qu'on est capable à l'école de former ces gens-là et de les qualifier. De les qualifier que ce soit pour l'enseignement public, que ce soit dans des fonctions d'enseignement dans le privé, que ce soit pour des fonctions d'enseignants dans le public, dans le supérieur, pour lesquelles le concours de l'agrégation n'est pas nécessaire pour devenir maître de conférence et plus tard professeur d'université. Mais par contre, pour être un bon enseignant en tant que maître de conférence et prof d'université, je crois que ce n'est pas tout à fait idiot de s'être préparé à cette fonction d'enseignant. En clair, être un super brillant chercheur, ça ne suffit pas forcément. Et puis d'autre part, dans les secteurs industriels, dans les groupes industriels, vous avez des dispositifs de formation tout au long de la vie qui existent, qui emploient des gens dont le métier justement c'est d'enseigner, de former, et ces gens-là aussi ont besoin d'être formés justement à ces tâches. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois qu'il est tout à fait logique, pertinent, et ça fait partie de la compétence de l'école, que de maintenir ces années de formation, de qualifier ces gens et de leur donner les outils pour que sur leur CV, ils puissent prouver qu'ils sont aptes à remplir ces fonctions au sens large. Et je crois que ce discours-là, il commence à passer, il commence à être perçu, et cette année, nous avons des demandes
d'auditeurs libres, entre guillemets, qui souhaitent intégrer justement cette année de master parce qu'elle devient diplômante et qu'ils pourront la valoriser dans leur CV, sans pour autant avoir la volonté de passer le concours de l'agrégation, parce que c'est un concours qui reste extrêmement difficile, avec très peu de postes, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se retrouver enseignants dans le secondaire. Je profite juste de l'occasion pour remercier l'école, car je sais qu'elle travaille beaucoup pour intervenir auprès des différents ministères afin de maintenir, voire même d'augmenter le nombre de postes à l'agrégation, notamment dans notre discipline, pour faire face, effectivement, comme tu le disais, à la pyramide des âges. Oui, enfin, je l'ai dit, tant que l'agrégation existera, nous ferons tout pour la défendre, et, bien sûr. Merci Eric. Et je vais maintenant